Est un animal, il ne distingue pas le bien du mal. Je ne l'ai pas tué. Combien de fois je dois vous dire que je ne l'ai pas tué? Quelqu'un n'a pas envie que je fourre mon nez dans cette affaire. On ne sait jamais de quoi les gens sont capables. Bonjour, merci d'être là. Donc je vais être très très court. Le réalisateur qu'on accueille nous a fait voyager, nous a fait rêver. Il a réussi à apprivoiser des ours, des tigres, des loups. Il a même réussi à faire de James Bond un moine. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très très fort Monsieur Jean-Jacques Hano. Ça marche, ça? Oui. Bon, généralement, je ne suis pas assis, mais bon, je vais sans doute me lever. Donc nous sommes ici pour une masterclass, mais comme nous sommes dans le cadre d'un festival série, et que Monsieur Jean-Jacques Hano, dont c'est la première série, j'aimerais d'abord vous poser une toute première question. Pourquoi une série aujourd'hui? Alors écoutez, je crois me souvenir que ce livre m'a été proposé pour faire un film. Il y a d'ailleurs notre ami Fabio ici qui va peut-être me le confirmer. Mais quand j'ai... Fabio, c'était le cas? Tu m'avais proposé pour faire un film? Non. Non, pas lui. Fabio Conversi, qui est le producteur de la série, donc pas du film. Non, en fait, c'est un livre qui m'a un peu tourné autour. Et j'ai eu différents contacts de gens qui m'ont dit « Ah, il y a un bouquin que tu devrais lire, qui est formidable, etc. » Et je dois dire que Fabio a été très actif dans ce domaine. Je veux dire que quand j'ai lu le livre, qui est un livre de 700 pages, ou 780 pages, je me suis aperçu que c'était impossible d'en faire un film, parce que le bonheur de la lecture, c'était de cheminer avec des personnages multiples, et que les traiter en 10 minutes, c'était pas bien. Donc là, ce livre de 700 pages, 800 pages, eh bien, nous l'avons traité en 8 heures de film. Et je dois vous avouer que depuis une dizaine d'années, j'avais envie de me frotter à la télévision parce que c'est un nouvel espace de liberté. J'ai eu la chance, jusqu'à présent, de faire tous les films que j'ai eu envie de faire, rien que les films que j'avais envie de faire, et en toute liberté. Donc c'est aussi en toute liberté et en toute envie personnelle que je me suis dirigé vers la télévision. J'avais envie, en plus de ça, de retrouver des méthodes de tournage que j'utilisais beaucoup quand je faisais des films publicitaires autrefois, où j'étais obligé parfois de tourner extrêmement rapidement. Je fais partie de ces metteurs en scène qui aiment la spontanéité. J'ai de plus en plus, surtout maintenant qu'on est en numérique, je ne fais pas de répétition, je tourne la répétition et parfois je m'arrête à la première prise, c'est-à-dire à la répétition. Pourquoi? Parce qu'il y a une spontanéité tout à fait unique qu'on ne retrouve pas à la 15e prise, parce qu'évidemment quand vous êtes à la 15e prise, il y a les acteurs qui se disent ben, ça va peut-être durer encore 20 prises, donc je vais m'économiser. Là, j'ai imposé une autre manière de tourner. Tout le monde savait qu'il y aurait au maximum 3 prises, donc il fallait être bon. Il fallait que les techniciens soient bons, que les acteurs soient bons. Et j'avais envie de ça. J'avais donc envie de m'obliger à retrouver ces méthodes de tournage que je n'ai pas pu toujours utiliser sur des films où il y a beaucoup de figuration, où il y a des mises en scène extrêmement compliquées, et il y a toujours quelque chose qui cloche et il faut faire plusieurs prises. Donc voilà, il y avait cette envie-là. Et j'ai bien conscience aussi que quand on fait un film de cinéma, je m'en suis aperçu tout au long de ma vie, en fait, même si vous faites un très grand succès au cinéma, la notoriété du film, elle vient des passages à la télévision ultérieurs. Et ça fait réfléchir, c'est-à-dire que quand j'ai commencé moi, ma carrière de cinéaste, la télévision c'était un petit truc noir et blanc, on voyait à peine. Là maintenant les gens ont des grandes télévisions, ou en tout cas elles sont en couleur, elles sont en bonne définition, il y a un système sonore de qualité, et donc effectivement
encore une fois, quel que soit le succès d'un film, eh bien, son succès international futur dépend de la télévision. Alors je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une expérience, justement, de parler directement à la télévision sans passer par la case cinéma. J'ai peut-être répondu à des questions que vous voulez me poser. Tout va bien. J'ai cru comprendre que le livre était très très sollicité par de nombreux réalisateurs, notamment Steven Spielberg, Ron Howard. Il y a eu à peu près 96 propositions, je crois, à l'éditeur. Vous êtes la 97e. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, qui a remporté la donne et qui a fait que l'éditeur accepte que ce soit vous qui réalisiez? Ça c'est à demander à Joël Dicker. Monsieur Fallois, malheureusement, qui était un très 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 vieux monsieur formidable, n'a pas tenu jusqu'à la sortie. Mais je pense qu'à juste titre, ils ont été inquiets de ce que font souvent les studios américains, c'est d'acheter les droits pour que les autres ne le fassent pas et de ne pas forcément faire le projet. Donc, je ne sais pas. Je sais que De Fallois était quelqu'un qui aimait bien mes films. Je pense que Joël aussi, qui est devenu un ami depuis très cher, c'est un garçon formidable et avec lequel je me suis très très bien entendu. Il a d'ailleurs écrit son roman qui vient de sortir sur notre plateau. J'étais d'ailleurs très très étonné. Il était d'une discrétion formidable, il était derrière les écrans de contrôle. Et je le voyais écrire. Et je comprends sa méthode. Moi, il m'arrive aussi de travailler dans les bistrots, dans les avions. J'aime bien qu'il y ait du bruit autour, de l'agitation. Et il y a eu cette très belle confiance. Il n'est jamais intervenu, sauf pour être extrêmement gentil vis-à-vis des acteurs et à mon égard aussi. Donc voilà, c'est une belle amitié qui est née sur le plateau et qui est née pour moi d'abord à la lecture de son livre, que j'avais fait dire précédemment, lire par une de mes lectrices et qui m'avait fait un très très bon compte-rendu, et très rare parce que généralement c'est une sévérité absolue, et là il n'y avait pas de reproches avec des compliments. Et ça a bien sûr aidé à un accueil favorable de ma part. Vous avez écrit le scénario, comment s'est passé le processus d'écriture? Alors j'ai pas été tout seul, comme l'histoire se passe aux États-Unis, j'ai pensé indispensable, nous avons pensé indispensable de mettre des scénaristes américains sur le projet. Néanmoins, j'ai fait moi-même ce qu'on appelle l'outline, c'est-à-dire le synopsis qui faisait 110 pages, je faisais 10 pages par épisode, qui est un résumé très complet, car j'ai pensé qu'il était indispensable que je fasse la structure narrative moi-même. De façon, vous savez, quand on travaille avec des scénaristes, après, s'il n'y a pas une direction qui est donnée, ça peut barrer dans tous les sens et on peut passer des années à ne pas se comprendre. Là, au moins, il y avait un résumé. C'est d'ailleurs sur ce résumé que nous avons été financés par MGM. Ce résumé a été très, très, très efficace. Et après, ce résumé, moi, m'a pris... Voyons, je suis allé m'isoler dans une île très, très pourrie au sud de Cuba. J'ai voulu m'assurer que c'était vraiment moche et que j'aurais aucune tentation. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc lu le roman dans une chambre à l'abri du soleil. Et après, j'ai travaillé jusqu'au mois. Après, j'ai fait des repérages. Et ensuite, une fois que j'ai pris la tonalité de la région dans laquelle ça se passait, l'histoire se passe au New Hampshire, mais en vérité, je l'ai situé dans le Maine, en m'apercevant, avec l'accord de Joël d'ailleurs, qui a été, lui, inspiré par ses vacances dans le Maine. Je suis allé très en amont, au mois de mars 2016, oui, dans une tempête de neige d'ailleurs, visiter toutes les régions où l'histoire se déroulait. Et à partir de ce moment-là, j'ai écrit jusqu'au mois de juillet-août. Ça m'a donc pris quasiment 6 mois pour faire ce décortiquage. Après quoi, il y a eu encore 1 an d'écriture, non pas tout à fait, pardon, de janvier à août. Moi j'ai écrit d'abord tout seul et ensuite nous avons fait venir ces 2 scénaristes américains qui ont travaillé de janvier à août, puisque j'ai tourné du mois d'août au mois de fin novembre, début décembre, pardon. Qu'est-ce que vous avez changé par rapport à ce processus d'écriture, par rapport au cinéma?
Qu'est-ce qui a changé pour vous? Comment vous avez appréhendé les choses? Bah, écoutez, là, ce qui m'a beaucoup charmé, c'est que j'avais beaucoup de rôles. J'avais en fait 238 acteurs différents. Il y a évidemment 2 très grands rôles. J'ai envie de dire 4 en vérité. Il y a évidemment Harry Kéber, il y a son love interest, il y a le jeune homme qui s'appelle Marcus dans le livre, qui est le disciple de ce professeur. Et puis, il y a un enquêteur. Donc ça, ce sont les 4 rôles principaux qui seront d'ailleurs ici pour la séance de demain. Et autour, il y a toute une ville avec de merveilleux personnages secondaires. Et j'ai toujours aimé ça, moi. J'ai toujours adoré. D'abord, j'adore les acteurs, j'adore les diriger, qu'ils soient d'ailleurs de quelque nationalité qu'ils soient, ou même de quelle espèce animale qu'ils soient. C'est toujours un bonheur d'essayer de comprendre l'autre. Et là, c'était un régal parce que les personnages étaient croustillants. Et j'ai fait évidemment un casting américain à New York et à Los Angeles. Et j'ai eu, je crois, la main très heureuse. Mes casting directeurs étaient talentueux, ils m'ont fait rencontrer des gens formidables. Je me suis magnifiquement entendu avec Patrick, qui arrive d'ailleurs dans un instant, et Patrick Dempsey, pardon. Nous avons découvert, je crois, une jeune femme qui, à mon avis, ne peut pas être autre chose qu'une grande star de demain. Elle est absolument magnifique, elle est spontanée, elle est intelligente, rapide. Elle est extrêmement jolie, donc belle trouvaille. Et puis, j'ai une brochette d'acteurs merveilleux autour. Je suis presque désolé de dire tout ce bien des gens. C'est plus intéressant de dire du mal des gens, mais là franchement, c'était un bonheur. Et alors, justement, le fait d'avoir imposé très très vite cette norme de dire... on tourne la première prise, on ne répète pas, on y va. Donc, quand on dit on ne répète pas, je suis obligé de montrer évidemment comment va se dérouler la scène, de dire ben, tu es assis, tu vas te lever, tu vas descendre, tu la rencontres là, elle se lève. Bon, une fois qu'on a fait la mise en place, je me lève du coup. Une fois qu'on a fait la mise en place, j'ai adoré le fait de livrer les acteurs à leur instinct. Et à les filmer, toujours à 3 caméras d'ailleurs, parfois à 5, ce qui est une méthode de tournage assez particulière, mais j'ai pris cette habitude il y a très très longtemps quand j'ai fait la guerre du feu, pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, les maquillages étaient tellement compliqués et tellement fragiles qu'après la première prise, les acteurs devaient être remaquillés. Comme ça prenait 5 heures pour les remaquiller, j'avais intérêt à faire que toutes les scènes soit faite en une fois. Et malgré le fait que je tournais en scope, donc en écran très large, j'ai pris l'habitude de disposer des caméras, de trouver des emplacements pour que 3 caméras puissent tourner en même temps sans se gêner les unes les autres. Et après, évidemment, j'ai repris ces techniques quand j'ai tourné avec des animaux, parce que vous imaginez bien qu'un animal va faire une fois la scène et jamais 2 fois, et qu'il faut qu'il soit raccord à l'intérieur de la scène. Donc j'aime cette technique-là. Ça galvanise tout le monde, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une tonicité formidable sur le tournage. Les techniciens savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Les pointeurs, ils n'ont pas le droit de faire un plan flou. Ceux qui poussent le travelling, ils n'ont pas le droit de se mettre les pieds dans les rails, etc., etc. Si vous voyez, il y a une vigilance qui fait que tout le monde est finalement chaud. Et la totalité du film a été tournée, de la série, a été tournée comme ça, ce qui nous a permis finalement de faire en 80 jours 8 heures de cinéma, et qui va être présenté donc en 10 épisodes. Et vous êtes allé repérer avant? Ah oui, oui. Et justement, j'ai cru comprendre via la production que ça a été un moment assez épique et assez long. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous nourrit? Parce que vous avez fait des repérages sur tous vos films, vous nous faites voyager. Qu'est-ce que ce voyage-là en particulier vous a apporté?
Alors, ce voyage, je connaissais un peu la côte est américaine, ce qu'on appelle New England, la Nouvelle-Angleterre. J'étais allé, à l'époque où je faisais des films publicitaires, beaucoup sur cette côte parce que j'avais des clients comme Coca-Cola ou les Levi's, les chewing-gums, les Wood chewing-gums, etc. J'avais des clients qui avaient des maisons sur la côte, soit dans le Maine, soit dans le New Hampshire, soit dans le Connecticut ou sur les Hamptons. Et en fait, je connaissais beaucoup mieux cette côte-là que la Californie, où j'ai habité après pendant 8 ans. Mais j'avais besoin de me retremper dans la spécificité de cette partie de la côte qui est, si vous voyez la carte des États-Unis, c'est aux confins du Canada. Et le Maine est une région très belle, avec une immense côte et des plages complètement solitaires, beaucoup de forêts. Et c'est une région qui est assez peu vue au cinéma. Alors du coup, ce que nous avons fait, c'est que nous avons commencé notre périple à Boston, donc dans le New Hampshire, et ensuite j'ai remonté toute la côte, on a fait toutes les routes côtières jusqu'à Halifax au Canada. On a visité aussi l'île de Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. Et finalement, nous avons tourné dans la partie frontalière des États-Unis, mais du côté canadien, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas d'équipe. Le Maine n'est pas une région de cinéma, il n'y a pas de techniciens. Il faut les faire venir de New York, alors que la région frontalière, c'est Montréal, et nous avons tourné avec une équipe canadienne à quelques kilomètres de la frontière, donc dans les paysages tout à fait les mêmes, dans l'architecture la même. Et dès le premier voyage, on a fait, je crois, 8000 kilomètres. Après, je crois en avoir fait 40 000, parce que nous avons beaucoup eu de déplacements. Il y avait 231 décors, donc 231 lieux de tournage, dans des villages, près de lacs. J'ai fait construire une maison très loin au nord de Québec, sur la rive du Saint-Laurent, dans un paysage magnifique. Je voulais cette sensation d'isolement. J'avais besoin d'une plage le long d'une forêt. Et je voulais une maison complètement isolée, et on ne l'a pas trouvée, elle n'existait pas. Elle existait dans l'imagination de Joël et dans la mienne, et donc on l'a fait construire dans un petit village qui s'appelle Forestville, et qui était à 800 km de Montréal. Qu'est-ce que ça a changé pour vous sur la vision que vous aviez des séries peut-être avant? Est-ce que vous-même vous étiez fan de séries avant? Et qu'est-ce que ça a changé maintenant que vous avez tourné une série? Est-ce que vous avez envie d'y revenir? Ou qu'est-ce que ça a changé? Vous savez, c'est le plaisir de raconter des histoires. De toute façon, moi, mon métier, c'est ça, c'est de raconter des histoires avec des images et du son. Là, je me suis vraiment énormément plu à diriger des acteurs avec du dialogue. Parce que j'aime beaucoup aussi raconter des histoires sans l'usage des dialogues. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je trouve évidemment que les origines du cinéma, c'est fait d'images. Hein, c'est d'abord le récit vient par ce que l'on voit dans ce cadre, par le comportement, beaucoup plus que par le dialogue. Alors évidemment, je continue à utiliser ces mêmes méthodes, mais là, j'ai eu le bonheur de retrouver ce que j'avais fait dans mes tout premiers films, Victoire en chantant, qui s'appelait Black and White in Color aux États-Unis, et Coup de tête, par exemple. Vous voyez, c'est des films qui sont plus dans la vie. J'aime beaucoup changer, si vous voulez. Je ne veux pas, moi, m'enferrer dans un genre. Je me souviens de 2 conseils. Quand j'étais à l'école de cinéma, j'allais à la cinémathèque tous les soirs, et un jour, j'ai vu le grand Minelli venir. Vincente Minelli, c'est lui qui avait toutes les grandes comédies musicales chez MGM à l'époque. Et il avait dit, je ne comprends pas pourquoi je viens à la cinémathèque, parce que je fais que des films nuls, c'est des films de danse, c'est vraiment très ennuyeux à faire, les danseuses me sortent par les yeux, je ne voudrais faire autre chose, mais non, je suis embringué là-dedans, dès que je fais autre chose, je me plante. Bon, ça avait semblé très bizarre. Et puis, des années plus tard, j'ai eu la chance d'avoir été gratifié d'un Oscar pour mon premier film. Du coup, on m'a trimballé à Hollywood. Et il y avait un petit chalet chez Warner
on me dit, ah ben tiens, si tu veux, il y a monsieur Hitchcock qui est là, si tu veux lui dire bonjour. Bon, alors je rentre, il me dit quelque chose agréable à entendre, et puis il me dit, bah, surtout faites pas comme moi, hein, faites pas une carrière où je fais tout le temps la même chose. Qu'est-ce que c'est ennuyeux de faire tout le temps la même chose? Moi je fais que des policiers, ça m'emmerde. Bon. Et j'ai compris très vite après, quand j'ai fait des films publicitaires, comme j'ai commencé très très jeune, j'ai commencé grâce à Jean Mineur, qui était un habitant de Cannes, j'ai commencé à 19 ans et demi. Alors, vous l'avez rencontré d'une façon tout à fait particulière. Oui, très particulière, oui. J'ai été assistant un jour, et mon boulot, c'était... je remplaçais un type qui était un élève de l'IDEC. Après, j'ai fait les 2 écoles de cinéma. J'ai fait ce qu'on appelle Louis Lumière, qui s'appelait autrefois l'école de Vaugirard, et l'IDEC, qui s'appelle maintenant la FEMIS. Et avant de finir mon diplôme à la FEMIS, il y a eu un assistant qui est tombé malade sur un tournage de film publicitaire. Alors, le directeur de l'école m'appelle, j'étais bien vu parce que j'étais bon élève, et il me dit, il y a un remplacement à faire, est-ce que vous voulez bien? J'étais en train d'écrire mon mémoire de fin d'année, je lui dis non, j'ai pas le temps. Il me dit, ah ben, réfléchissez, parce que, et il me dit la somme, c'était 50 francs par jour. Alors j'en revenais pas de cette somme absolument hallucinante, et donc d'un seul coup je suis d'accord. Et donc je vais sur ce plateau et je vois un truc alors complètement ridicule. C'était ce qu'on appelait des préfabriqués. Vous avez peut-être vu ça autrefois. Il y avait un catalogue de films. Alors quand vous étiez, je sais pas, coiffeur, eh ben, vous aviez le choix entre 3-4 films où on voyait dans un salon de coiffure, un petit gag, etc. Puis on disait, ben, si vous voulez être coiffé comme ça, vous allez chez... Et là, il y avait une coupe et on mettait l'affiche ou la devanture du magasin. Et là, moi, c'était pour une auto-école. Et donc, je vois, je découvre des petits dessins qui racontent cette histoire. Alors, c'était une blonde dans une voiture, les cheveux au vent, elle était dans une décapotable, puis on se reculait et on s'apercevait qu'elle était endommagée, cette voiture, et qu'elle était tractée par une dépanneuse. Bon. Donc je fais mon travail que j'avais appris d'assistant. J'insiste, après enfin, donc je suis sur un plateau professionnel. Je vois une voiture décapotable, je vois une blonde, je vois une caméra, je vois un travelling, et je vois une dépanneuse, et puis je vois le metteur en scène qui accroche la voiture à la dépanneuse. Sauf que la voiture, c'est un cabriolet, mais elle n'est pas endommagée. Alors je lui dis, mais monsieur, s'il vous plaît, je crois que ce serait mieux d'endommager la voiture tout de suite, parce qu'autrement, il va falloir refaire le plan, puisque on décrit la voiture endommagée. Il me dit, pourquoi endommagée? Ben, je dis, la dame, elle a eu un accident. C'est pour ça qu'il faut qu'elle apprenne à conduire. Ah, il dit, oui. Alors, il appelle le chef machinot, il dit, Dédé, enlève le phare. Bon, alors Dédé, il prend un tournevis, il enlève le phare, il laisse le phare pendre. Alors, je reviens le voir, je lui dis, excusez-moi, monsieur, mais là, ce que ça dit, c'est que la dame, elle n'a pas su réparer son phare, et elle a appelé une dépanneuse. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a eu un accident. Il me regarde, il me dit, dis donc, petit gars, tu fais quoi, toi? Ah ben, je dis, je suis votre assistant, monsieur. Eh ben, tu fermes ta gueule et tu m'assistes. Bon. Alors, bon... Je fais comme il me dit, il tourne le plan. Voilà, je suis atterré, hein, je me dis, alors le film publicitaire, c'est vraiment bête. Hein. Et là, j'avais comme mission ce jour-là, puisque je n'étais pas tellement bien vu sur le plateau, d'arrêter les passants. Alors, je fais mon travail, je vois un tout petit bonhomme qui arrive, à un pas décidé comme ça. Alors, je dis, stop. Il me dit, ah, ne m'arrêtez pas, je suis Jean Mineur. Stop. Alors... je le serre la main, et d'un seul coup, je réfléchis que c'est le monsieur avec le piolet, vous savez, pour ceux qui ont vu les films à cette époque, il y avait, tous les écrans publicitaires étaient précédés d'un petit bonhomme avec un piolet, il lançait ça sur une cible, et il y avait marqué Jean Mineur, Balzac 001, et il tapait le milieu de la cible. Voilà. Donc c'était le vrai Jean Mineur.
Et il me dit, alors ça se passe comment? Ah, je lui dis, question plan de travail, c'est béton. Il me regarde d'un air douteux, bon, très bien. Et il va sur le tournage, et le lendemain, c'est le jour des roches. Ce qu'on appelait les roches, c'est là. Autrefois, il fallait faire développer le film au laboratoire, et l'équipe se réunissait le lendemain soir pour voir le travail. Donc nous voilà assis, moi je suis à l'arrière, et Jean Mineur voit les images. Il voit donc une blonde dans une voiture décapotable, on panoramique sur un phare qui pend, et on recule sur une dépanneuse. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il n'y avait personne sur le plateau qui vous a dit que c'était une bêtise? Alors moi, je me terre. Il y a quand même une petite rumeur comme ça. Et bon, je rentre chez moi. Et là, coup de fil, c'est Jean Mineur. Alors, oui, monsieur. Il me dit, vous êtes libre demain? Je dis, oui. Je vois 50 €, moi, 50 francs. Il me dit, vous êtes libre toute la semaine? Je multiplie 50 par 6. Et je suis libre. Il me dit, parce qu'il y en aurait pour 2 semaines. Alors, je multiplie déjà mon multiplication par 2, et je me sens riche. Il me dit, c'est pas pour faire l'assistant, vous allez reprendre la série. Et c'est comme ça que j'ai démarré, j'ai fait 20 films publicitaires. Et voilà. Après, j'en ai fait 400. Hein. J'en ai fait 400, ça m'a beaucoup aidé pour faire des films après, parce que alors, oui, j'en reviens à mon histoire première, c'est que, comme j'étais tout gamin, les gens les producteurs de films publicitaires, ils disaient, on a un petit jeune là, il est très fort en technique, et je me suis collé pendant 6 mois des films à effets spéciaux. C'était d'un chiant épouvantable. Et au bout de 6 mois, j'ai dit, bon, attendez, ça suffit, moi, je voudrais faire autre chose. Alors, on m'a dit, très bien. Alors, on m'a dit, tu vas diriger des animaux. Alors, j'ai fait les croquettes pour chiens, les croquettes pour chats, les petits panais pour les oiseaux. J'ai fait des films avec des perroquets, des singes. Bon. Et puis un jour, j'ai dit, attendez, non, je ne veux pas faire ça, moi, je ne suis pas dans... Je peux pas faire du cinéma avec des bestioles. Alors on m'a dit, bon, très bien, d'accord, on m'a donné les bébés. Alors pendant 6 mois, j'ai fait du bébé, qui me faisait caca partout d'ailleurs. Après, j'ai gueulé, on m'a donné les enfants. Et puis après, j'ai fait une crise, on m'a donné enfin des acteurs. Et puis après, au lieu de faire un film par semaine, j'en ai fait plus qu'un par mois. Et avec mon confrère Ridley Scott, nous avons écumé le marché pendant les années 70 et début 80. Voilà. Voilà comment je suis venu au cinéma et où j'ai connu le danger, si vous voulez, de se spécialiser. C'est atroce quand vous avez une spécialité. C'était le cas de Ridley Scott, qui lui faisait beaucoup de films de beauté. Il n'en pouvait plus de faire courir des blondes sur le long des plages, au ralenti, en contre-jour. Donc, si vous voulez, il y a un effet de lassitude qui est dramatique, parce qu'après, on se sclérose complètement. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour éviter de me scléroser, ce qui ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. J'ai toujours essayé de faire des films différents, dans des lieux différents, avec des sujets différents, avec des acteurs différents, dans des langues différentes. Ma dernière aventure de long métrage, c'était en mandarin. J'ai adoré tourner en Chine. J'ai vécu en Chine pendant 4 ans. Là, celui-là est en anglais, bien sûr. Et voilà, si vous voulez, comment j'essaye de me sortir de la routine, et que j'y arrive, je crois, avec en tout cas beaucoup de joie. Merci. Alors, je me rassois. Votre filmographie est intimement liée au voyage. Justement, vous nous en parlez, vous avez passé 4 ans en Chine, mais je crois que votre première histoire d'amour avec le continent, c'était avec l'Afrique. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ah, mon Dieu, l'Afrique, oui. Figurez, j'étais à l'école de cinéma toujours, et là, il y a un type du ministère qui vient et qui dit, voilà, le directeur de l'Institut, de l'IDEC, vous recommande, parce qu'il y a un poste de conseiller technique au Cameroun. Bon, moi, j'avais 19 ans, j'avais droit à un sursis. J'avais 3 ans devant moi.
Alors on me dit, ben, l'avantage c'est que vous n'aurez pas besoin de porter le costume, vous ne serez pas en uniforme, et puis vous allez vous balader, c'est intéressant. Moi je signe le papier en me disant, dans 3 ans on verra bien. Je ne vais pas vous raconter le détail de ma vie, mais en tout cas, après, je rencontre une jeune fille dont le père avait été colonel dans les services secrets et qui me dit, pas de problème, je vous fais réformer sans aucune difficulté. Donc je vais dans la cour du château de Vincennes, on était 3000 ou 10 000, je ne sais pas combien, et là, à peine suis-je rentré que j'entends Anneau Jean-Jacques est demandé par le général. Oh, je me dis, c'est béton, le colonel il est fort. Je vais me présenter au général, et il me dit, alors vous voulez être réformé? Bah, je lui dis, vous savez, j'ai eu un accident de voiture et je ne peux plus lever le bras, regardez, j'ai mal. Il me dit, c'est quel bras? Bah, je dis, malheureusement, c'est le bras droit. Et il me dit, votre travail, c'est d'être metteur en scène. Ah, je dis, oui. Et les metteurs en scène, ça a besoin de lever le bras droit? Et il me dit, vous savez, le Cameroun, c'est très bien. Allez, vous allez sembler en parfaite santé, c'est formidable. Vous allez partir, vous allez faire un beau voyage. Au revoir. Et donc, je me suis retrouvé au Cameroun pour une raison assez particulière. Je débarque à Yaoundé et dans un aéroport assez tout neuf, mais il n'y avait pas de route. Mais en revanche, il y avait un petit comptoir avec une très jolie jeune femme, une Camerounaise, avec un costume tout neuf. Et comme personne ne m'attendait, je dis, est-ce qu'il y a un téléphone? Alors elle me dit, téléphone, il y en a. Est-ce que je peux l'utiliser? Elle le prend, elle me le pose sur le petit comptoir, elle me dit, vous pouvez. Je décroche, il n'y a pas la tonalité. Alors je lui dis, mais ça ne marche pas. Elle me dit, ça ne marche pas. Bon. Et là, je me dis, c'est formidable, je suis dans un pays qui me plaît. Et je vais, après quelques heures, enfin quelqu'un qui passe à l'aéroport, je vais directement chez le conseiller culturel, qui me dit, ah non, c'est vous, ben alors, donc vous attend depuis 3 ans. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Je dis oui, parce que je voulais être réformé et on m'a envoyé ici. Non, la réalité c'est que voilà, il y a 5 ans, on a livré un cargo entier de savon pour le Cameroun. Et on a fait une campagne d'affichage avec une maman et son enfant, et a marqué « le savon, c'est bon ». Alors le problème, c'est qu'ils ont fait la cuisine avec. Et on a besoin de quelqu'un qui fasse un film d'éducation de base, ça s'appelle comme ça, pour expliquer que le savon, on ne peut pas le manger. Ah bon? Je dis « très bien, oui ». Et il me dit « le problème, mon pauvre Anneau, c'est que non seulement ils ont bouffé le savon, mais ils ont bouffé le budget aussi. Donc il n'y a plus de budget. Ah bon? Alors je fais quoi? Il me dit, il va falloir voir, je ne sais pas. Alors finalement, j'ai été muté au ministère des Affaires culturelles, où j'ai beaucoup sympathisé avec les 30 Camerounais qui étaient là, et nous avons décidé de faire un court-métrage ensemble. On a tout remis en état, on l'a filmé, développé, tiré, sonorisé le film, et j'ai passé une année absolument merveilleuse dans ce pays, en découvrant tout ce que je ne savais pas. Et ça a commencé très vite. Le premier jour, j'avais emporté ma petite... autrefois, c'était des disques, vous savez. J'avais emporté un tourne-disque. Je suis allé sur une montagne, au-dessus des Yaoundé, et j'ai mis du Purcell. Alors, vous voyez, j'aimais la musique classique baroque. Je mets ça, et en même temps que je mets ce disque, il y a en bas de la vallée, il y a une fête. C'est un mariage, et soudain, il y a le tam-tam de forêt. Vous savez, ces énormes arbres creusés sur lesquels on tape avec puissance. Et cette sonorité montait du fond de la vallée. Et j'ai compris que je connaissais assez bien la mélodie, mais je n'avais rien compris au rythme. Je n'avais rien compris à l'essentiel de la vie, au battement du cœur, au rythme du pas et tout ça. Et donc l'Afrique m'a complètement fait découvrir ce que j'ai appelé longtemps ma jungle intérieure. Et je n'aurais pas du tout fait les films que j'ai faits si je n'avais pas rencontré l'Afrique et la culture africaine que j'ai adorée au point que il ne se passe aucune fois, il ne s'est passé aucune année depuis sans que je retourne en Afrique. Je vais tout le temps en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest.
au-delà de votre jungle intérieure, comment est-ce que vous faites pour persuader les producteurs de vous accompagner dans des films qui, au départ, sur le papier, sont complètement fous pour des producteurs? Je pense notamment à La Guerre du Feu, par exemple. Il faut s'entêter. Je sais que l'entêtement est la plus sûre preuve de la bêtise, mais c'est sans doute pas caractéristique. Pour La Guerre du Feu, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais juré de faire mon premier film en Afrique et sur l'Afrique. Ce premier film s'appelait La Victoire en chantant, c'était un bide notoire en France, mais la chance a voulu que j'aie l'Oscar et que le film soit un vrai succès international. Il n'a jamais eu de succès en France, hein. Mais ça m'a ouvert évidemment les portes immédiates de Hollywood. Dès le lendemain de l'Oscar, où je ne suis pas allé parce que je ne pensais pas l'avoir, donc je suis resté tranquillement dans mon pieu, mais dans la nuit j'ai appris ça, et le lendemain arrive un agent de la plus grande société d'acteurs et de réalisateurs américaine, qui s'appelait ICM, et le type me demande si je veux un agent aux États-Unis. Bon, pourquoi pas, je dis oui. Le surlendemain, j'ai reçu 4 scénarios, et ça n'a quasiment pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Je viens de répondre d'ailleurs tout à l'heure là à une proposition de quelqu'un que j'ai connu d'ailleurs à cette époque-là. Mais si vous voulez, j'ai eu la prudence de me dire oh là, faisons un autre long métrage, soyons prudents. Hollywood, c'est sûrement une machine à écraser. Donc, avant d'être écrasé par le rouleau compresseur, autant savoir diriger un rouleau compresseur. Donc, j'ai fait mon deuxième film chez Gaumont en France. Aidé par un producteur mythique qui s'appelait Alain Poiret. Francis Weber, l'excellent scénariste, est venu à la rescousse pour m'aider à finir le scénario. C'est une très très belle aventure avec Patrick Devers, et c'est seulement là que, en rencontrant un des très grands scénaristes français de l'époque, qui est le scénariste Roman Polanski, et qui était un scénariste de Claude Berry aussi, par l'intermédiaire de Claude Berry, j'ai rencontré Gérard Brache, et avec lui, Claude Berry m'avait donné un bouquin à lire que j'avais trouvé pas mal, mais pas suffisant pour faire un film, parce que je crois qu'une des choses très importantes, c'est d'être exigeant sur la qualité des scénarios, l'originalité des scénarios. Donc j'étais allé voir Brache pour lui dire en fait que c'était pas bien. Il en était très soulagé parce que lui aussi n'avait pas trouvé le bouquin formidable. Au moment de partir, je lui ai dit, il y a un truc que j'ai aimé dans le bouquin, c'est la peur préhistorique du héros. Et au moment où j'allais refermer la porte, il me dit, attends, qu'est-ce que tu as dit là? Je lui dis, la peur était très bien écrite. Non, tu as dit un autre mot. Je balance préhistorique. Il me dit, est-ce que ça te plairait de faire un film préhistorique? Je lui dis, évidemment. Est-ce que tu as lu La Guerre du Feu? Je lui dis, évidemment. Il me dit, il y a un truc, malheureusement, c'est la langue. Et je lui rétorque, la langue, on l'inventera. Alors là, ça lui a plu parce que lui, il était fou furieux. Et ça a été son talent, parmi ses nombreux talents, il y avait celui d'être fou. Et donc, je me suis mis à travailler sur ce film. Et ce que j'ai fait, grâce à cet agent qui était venu me démarcher, j'ai fait un casting de producteurs, figurez-vous, qui ont défilé les uns après les autres. Et j'ai choisi Michael Grosskopf, qui était le producteur qui venait de finir Nosferatu de Herzog, qui était très proche de Cimino, et puis qui était un grand ami de Mel Brooks, lequel m'a beaucoup aidé, que je revois encore quand je vais à Los Angeles, nous déjeunons ensemble. Et ces gens-là sont passionnés pour cette aventure complètement invraisemblable. Vous imaginez la tête des studios, quand j'arrivais avec mon scénario, on me disait, est-ce qu'on peut avoir les sous-titres? Alors je disais, non. Vous avez lu le scénario, ça vous a plu? Oui. Eh bien, vous n'avez pas besoin de sous-titres? Non, mais il faudrait les sous-titres. Ah, pourquoi? Eh ben, parce qu'on est obligé de faire des films en anglais. Ah, ben, celui-là, il n'est pas en anglais. Et pendant toute cette période, qui a quand même duré 3 ans, je crois, les studios américains me proposaient des scénarios que je refusais. Ils m'invitaient à Los Angeles pour me baratiner. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je disais, je veux faire La Guerre du Feu. Et finalement, j'ai réussi à les épuiser. Et Columbia a craqué, sauf qu'il y a eu un changement de direction. Et du coup, on s'est retrouvé sans distributeur. Et finalement, j'ai réussi à convaincre Alan Ladd Jr. chez Fox, qui m'a donné le green light la veille d'être renvoyé.
comme un cadeau personnel. Parce que ça, c'est ça qui est amusant, si vous voulez, c'est que Los Angeles, enfin Hollywood, c'est une machine à faire de l'argent par des gens qui sont terrorisés de perdre leur position. Mais il y a la petite exception, de temps en temps, ils aiment être fiers d'eux-mêmes et faire un film qui les étonne. Et c'est dans ce créneau-là que j'ai essayé de m'infiltrer et qui fait que tous les films ont été difficiles à vendre. Je ne vous parle pas du Nom de la Rose, qui était infernal. D'autant plus que j'avais choisi Sean Connery et que Sean Connery était en pleine descente aux enfers et que personne ne voulait travailler avec lui, y compris mon premier agent, le mec qui était venu à Paris me signer, qui était devenu le président de Columbia et qui a déchiré le contrat quand il a su que j'avais pris Sean Connery. Bon, enfin bon. Si racontez-nous, justement, racontez-nous. Ah oui, ce qui se passe, c'est que j'avais commis une très grande imprudence. Je voulais absolument confier le rôle à un personnage, un acteur charismatique de 55 ans, inconnu. J'ai fait des castings vraiment dans le monde entier. Je suis allé au théâtre, dans les théâtres de province, ça m'a permis de connaître bien l'Amérique profonde. Et évidemment, on s'aperçoit que être acteur et être dans la petite soixantaine et pas être connu tout en étant charismatique et beau, c'est quand même très difficile. Et à l'époque, il y avait un agent qui s'appelait Markovitz, qui faisait la terreur de Los Angeles, qui m'appelait 2 fois par semaine. Pendant un moment, après c'était seulement 2 fois par mois, il me disait « Sean Connery voudrait faire le rôle ». Et je lui disais « Ne m'appelle pas, c'est déjà un rôle d'un moine intellectuel qui s'appelle Guillaume d'Ockham, plus Sherlock Holmes, je ne vais pas rajouter James Bond en plus. » Et puis un jour, de guerre lasse, Sean Connery est venu me trouver dans mon bureau à Munich, parce que personne en France avait voulu produire le film, tout le monde me disait c'est un truc de fou, qui s'intéresse aux moines, personne, bon. Sean Connery est venu, je dois dire que je me souviens, il est apparu dans l'encadrement de la porte. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau le mec alors. Et il s'est assis, il avait le scénario en main, il m'a dit « Listen, boy ». Il m'appelait Boy. Bon, alors le boy a écouté, et il a commencé à lire le scénario. Moi, ça faisait 1 an et demi que j'y travaillais, et il a raconté, il a lu exactement avec les intonations que j'avais dans mon oreille et que je me récitais moi-même. Je me souviens, je suis descendu à l'étage en dessous, j'ai couru voir mon producteur, qui s'appelait Bernd Eichinger, producteur mythique allemand, et je lui ai dit, ben on l'a. Il est formidable, on a signé avec lui tout de suite. Et là, c'est là où les difficultés ont commencé, puisque l'agent en question qui était venu m'appelle un jour, il me dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu veux en premier? Je dis la mauvaise. Il me dit la mauvaise, c'est que je ne peux plus être ton agent. Et je dis la bonne, c'est quoi? Ben, c'est que je prends les rênes de Columbia et ton film est chez Columbia, donc tu vois, ça va être facile. Donc la semaine d'après, j'arrive avec mon producteur et il me dit, bon, alors au fait, qui tu as pour le rôle principal? Je lui dis Sean Connery. Il devient de la couleur de cette table. Il me dit, là, il bascule sur le français pour pas que mon producteur comprenne. Il me dit, tu es complètement fou, c'est un vieux ringard, tu es dingue. Je t'interdis de faire ça, tu vas détruire ta carrière. Je lui dis, mais non, je l'ai rencontré, il est formidable. Il dit, non, attends, plus personne ne va vouloir aller voir ton film. Il avait raison, aux États-Unis, ça n'a pas marché. C'est le seul pays où ça n'a pas marché. Pour cette raison-là, parce que là-bas c'était James Bond, c'est étiqueté James Bond, vous ne pouvez pas le croire en moine intellectuel. Donc il déchire le contrat, et je me suis retrouvé, nous sommes retrouvés avec mon producteur et moi, pendant 1 an, sans distributeur américain, alors que nous avions besoin d'un financement américain absolument, parce que le film était cher. À l'époque, il coûtait 16 millions de $, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûterait peut-être 80 millions d'euros. Vous voyez, c'est quand même très cher. Il faut les trouver. Et du coup, j'avais un producteur très fou. J'ai eu la chance de rencontrer des scénaristes fous et des producteurs fous, dont Claude Berry, qui était un grand fou. Et Eichinger, en fait, a
hypothéqué tous ses biens, a vendu tous les droits de ses films pour financer le film, qui a fait un très grand succès après, et ça l'a rendu tout à fait encore plus riche qu'il n'était avant. Mais enfin, il fallait le faire. Si j'avais le temps, je vous raconterai le détail qui est très croustillant. Mais j'ai cru comprendre sur le tournage avec Sean Connery qui avait une très très grande exigence, et je vous ai entendu raconter une fois une histoire de sandalettes. Ah oui, les sandales, oui. Fantastique. Avec les chaussettes, oui. Oh, oui. Ça, c'est le premier jour de tournage. Figurez-vous que je vois que Sean Connery, le premier jour de tournage, portait des chaussettes en laine dans ses sandales. Alors, je viens le voir. En plus, elles étaient bleues. Je lui dis, mais Sean, c'est pas possible. Les franciscains, qui avaient fait vœu de pauvreté, sont des gens qui étaient généralement pieds nus. De temps en temps, ils portaient des sandales de cuir non tanné, donc très de peau de chèvre non tannée, mais ils étaient toujours pieds nus. Et il me dit, non, but this Franciscan wears socks. Ah, je lui dis, non, il peut pas, ce franciscain-là ne peut pas avoir des chaussettes, parce que c'est lui le penseur de l'ordre, c'est lui le penseur des franciscains, donc c'est lui qui a édicté la loi qu'il fallait marcher pieds nus ou éventuellement en terrain rocailleux avec des sandales. Donc impossible d'avoir des soquettes. Il me dit, oui, mais c'est ta costumière qui nous a donné. Ah, je lui dis, attends, ma costumière, elle l'a donné, mais en fait, elle l'aimait beaucoup, la costumière, donc elle lui avait fait une petite faveur. Et je vais la voir, elle me dit, ah mais non, moi c'est Signor Connery qui l'a demandé, qu'elle a fait les chaussettes. Je les ai tricotées moi-même. Ah oui, je dis, tu as tricoté toi-même, mais tu ne me demandes pas s'il a des chaussettes, puis bleues en plus. Enfin, bon, j'arrive à un compromis, c'est que, et vous revoyez le film, vous allez vous amuser, quand il est en plan large et qu'il fait vraiment froid, il a la coule, d'ailleurs la robe de moine, qui va jusque comme une traîne de mariée, si vous voulez. Donc il marche et on ne voit pas qu'il est en fait en dessous avec des chaussures de neige, avec des snow boots. Et qu'à de rares occasions, je lui faisais retirer ses chaussettes. Il y avait un deuxième problème, c'est qu'il était fragile des pieds et qu'il était aussi fragile de la tête. Alors il mettait un petit bonnet, il voulait tout le temps mettre sa capuche. Je lui disais, mais Sean, si tu mets ta capuche, on ne voit pas que c'est toi. Et toi, c'est quand même plus joli qu'une capuche à filmer. Bon. Le problème, c'est que, comme il avait déjà un début de calvitie, et que je lui avais dit qu'il allait devoir être tonsuré, il était très inquiet que sa virilité ne soit pas aussi puissante que d'habitude. Moi, je lui ai dit, non, 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 il n'y a pas de problème, on va te maquiller, on va te mettre des poils sur la calvitie, et on donnera bien l'impression que tu es tondu chaque matin, et que ta toison vigoureuse est tondue. Sauf qu'il n'avait pas imaginé que ça allait prendre 3 heures pour mettre le poil à poil, et que du coup, il voulait tout le temps avoir la capuche, aussi pour se protéger du froid. Parce que j'avais fait en sorte que les décors ne soient jamais chauffés, de façon à ce qu'il y ait l'attitude juste des monastères de l'époque, où on se caillait évidemment beaucoup. Donc le problème, c'est qu'au bout de 3 jours, il a pris un rhume, et que par les pieds et par la tête, et que sa voix qui est déjà basse est devenue encore un peu plus basse, mais c'était très beau, et il m'en a pas trop voulu quand même d'avoir attrapé un rhume sur ce film. En fait, si vous voulez, tout ça c'est les petites anecdotes de derrière de tournage, mais c'est à travers ces choses-là qu'on découvre la réalité de mon métier, qui est de s'occuper de tout un tas de détails qui, au départ, ne semblent pas être ceux de la mise en scène. En fait, c'est de la mise en scène. Car si vous laissez déborder par les acteurs, vous vous retrouvez avec un moine en chaussettes bleues, avec une capuche sur la tête, et que, du coup, l'esprit du film déraille. Donc, faut être très, très, très vigilant sur tous les détails. Et c'est pour ça que, pour les 8 heures que je viens de faire, je disais tout à l'heure en coulisses que depuis 2 ans et demi, je crois, je n'ai pas eu une journée de vacances. J'ai travaillé évidemment samedi et dimanche. J'ai tourné du lundi au vendredi, et le samedi et le dimanche, je faisais du montage. Là, je reviens de Montréal, où je suis depuis le mois de décembre. Et c'est ma seule incartade pour venir vous voir. Il y a peut-être des questions de la salle? Allez-y, s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. Ah oui, oui, n'hésitez pas, moi j'adore répondre aux questions, et il n'y a pas de mauvaises questions, de toute façon, toutes les questions sont légitimes.
Que de bonnes réponses. Bonjour Monsieur Hano, merci beaucoup d'être présent et pour toutes ces anecdotes. Je suis Scoring Production, je représente la production musicale pour le cinéma et le jeu vidéo. Et donc je voulais en revenir sur la partie série qui est le sujet principal. Je voulais vous demander, vu votre exigence musicale dans le cinéma, vous avez travaillé avec les plus grands, John Williams, notre regretté James Horner, Stéphane Warbeck, Gabriel Yared. Je voulais vous demander comment avez-vous géré la partie musicale d'une série de 8 heures? Un compositeur, plusieurs compositeurs, budget confortable? Je vous réponds avec bien volontiers parce que la musique est le troisième élément fondamental d'un film. Il y a évidemment le scénario, il y a le tournage qui apporte une création et la musique. Car la musique est souvent essentielle dans des films comme L'Ours que j'ai pu faire. Elle est incontournable parce que la musique permet de déceler le sentiment caché. Je simplifie. J'ai nourri une très grande amitié pour mes compositeurs. Philippe Sard, Bachelet d'abord, ensuite Philippe Sard, Yared, que je continue à voir, John Williams, qui est évidemment un seigneur, et l'autre seigneur malheureusement était James Horner, avec lequel j'avais lié une amitié très profonde. J'ai repris son shadow writer, l'homme qui a travaillé avec lui depuis 20 ans, qui est Simon Franglen, et toute son équipe. C'est-à-dire qu'en ce moment, je travaille avec l'équipe de James, on parle beaucoup de James, on travaille comme s'il était là, et je fais pour cette série comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle le spotting, c'est-à-dire que je regarde avec le compositeur chaque image, et nous prenons à chaque seconde l'intention que je veux faire porter par la musique. C'est un travail évidemment qui prend énormément de temps. Là, j'étais il y a 15 jours ou 3 semaines à Los Angeles et j'ai passé la semaine entière avec lui et son chef monteur musique à travailler sur l'épisode 1 et 2 et sur la présentation que je vais faire demain ici à Cannes. Il a composé spécifiquement pour ce que nous allons voir et écouter demain. Et donc avec ma collaboration totale, complète, évidemment je ne prends pas part à la composition elle-même, mais je suis à côté de lui. Nous choisissons les rythmes, nous choisissons les nombres de pulsions à la minute, nous choisissons l'intention. Là, généralement, je vais dans une pièce à part parce que je ne veux pas assister à chaque mouvement de composition, mais dès qu'il y a une première version, nous le regardons avec l'image, évidemment, et je donne mes commentaires et on refait, ou généralement, oui, on refait, on reprend, on rajoute un instrument, on rajoute une sonorité, une tonalité, on change éventuellement de rythme. C'est un travail de création extrêmement fondamental. Et dans les semaines qui viennent, je lui ai répondu d'ailleurs tout à l'heure, là, parce que je lui ai envoyé les retouches sur les 5 premiers épisodes. Et nous allons de nouveau nous retrouver. Je crois, je viens d'apprendre que je vais retourner à Los Angeles fin de ce mois pour travailler avec lui. Voilà, je vais passer à peu près 3 semaines, puis je retournerai le voir. Là, évidemment, il y a 8 heures de musique à faire. Hein, c'est la valeur de 4 longs métrages. Okay. On pourrait le faire en ciné-concert? Pardon? On pourrait le faire en ciné-concert ici? Ah bah oui, écoutez, j'adore ça les ciné-concerts. On en a fait. Je sais que l'orchestre de Bordeaux est en train de faire une tournée avec les musiques avec l'Amant. Et il y a La Guerre du Feu aussi qui est en ce moment en train de tourner. Et non, c'est très bien, c'est quelque chose de formidable, les ciné-concerts. Bon, je verrai ça avec l'équipe. Merci beaucoup. Une question là-bas au fond. Monsieur, ici. Là. Là. Oui, bonjour. Bonjour, Lubie en série. J'ai une question. Pour vous, quel a été le plus gros challenge à faire une série?
Et est-ce que vous avez eu des dialogues avec la chaîne qui va diffuser la série? Est-ce que vous avez eu des contraintes à respecter? Et est-ce que vous avez envie de faire une autre série avec plusieurs saisons? Alors écoutez, ça, moi, je suis ouvert. C'était une expérience extrêmement agréable, ce tournage. Et donc, j'ai pris tellement de plaisir à le faire que je recommencerai bien volontiers. Là, si vous voulez, l'acquéreur en France, c'est TF1, qui était d'une gentillesse parfaite. Ils ont vu un certain nombre de choses, je ne sais pas trop quoi. Moi, je leur ai parlé au téléphone, ils m'ont posé un certain nombre de questions, et j'ai répondu à ces questions, mais depuis, je n'ai pas eu tellement de contact avec eux. En revanche, le film est produit à la fois par des producteurs européens, Fabio, Tarak Ben-Amar, Fabio Conversi qui est ici, Tarak qui n'est pas loin, et puis MGM. Alors MGM est en plein tourment actuellement parce que le président a été remercié. Le soir même d'un rendez-vous, nous avions parlé d'un certain nombre de choses concernant la série. Mais enfin bon, si vous voulez, ça c'est la vie de Los Angeles. J'ai survécu à 7 présidents sur la guerre du feu. Là, j'en suis qu'à mon premier. Il y en aura un deuxième bientôt. Il faut avoir cette habitude de savoir que là-bas, c'est les chaises musicales. Hein. Donc il faut être bien avec tout le monde. Mais écoutez, non, j'ai été... on m'a foutu une paix absolument hallucinante sur le tournage. Là, on va voir sur le montage s'il y a des choses différentes. Mais vous voyez, je fais la musique en toute liberté. J'ai choisi le compositeur que j'ai voulu et tout le monde a trouvé que c'était une très bonne idée. J'ai fait 4 films déjà avec cette équipe. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est comme si James Horner était avec nous. On travaille dans cet esprit-là. Donc, écoutez, jusqu'à présent... j'ai la chance d'avoir un statut très particulier que je n'ai pas sur la série, parce que ça n'existe pas sur les séries télévisées, mais je suis ce qu'on appelle Final Cut, c'est-à-dire que nous sommes très peu de metteurs en scène à avoir le dernier mot sur le montage, donc sur évidemment le casting, sur le scénario. Et là, sans avoir eu le Final Cut, j'ai travaillé dans une liberté exceptionnelle. Hein. Donc, jusqu'à ce jour, je dois dire que je remercie les dieux du cinéma. On a le temps de prendre une dernière question. Ça va être difficile, là. Bonjour. Vous n'aimiez pas vous spécialiser ou scléroser dans un genre particulier. Donc là, au niveau des séries, donc vous avez créé ou réalisé une série policière. Et dans quel autre genre de série vous aimeriez faire en fait? Mais vous savez, c'est complètement à l'instinct. Et je ne choisis pas généralement jamais. Il n'y a eu qu'une exception, c'était L'Ours que j'avais préparé avant la guerre du feu et que je retardais, avant le Nom de la Rose, parce que je trouvais que c'était pas habile pour ma santé à moi, mentale, de passer d'un film de préhistoire avec des borborigmes à un film animalier avec très peu de dialogue. Donc j'étais très content de dévier et de faire le Nom de la Rose. Là, vous savez, j'attends d'avoir terminé ce travail. Moi, je suis très... J'arrive pas à faire 2 choses à la fois. Donc là, je travaille à fond sur cette série. Et en fonction de ce que je serai quand elle sera totalement terminée, je me déterminerai sur le futur. J'ai une très forte envie de retourner en Chine. J'ai beaucoup de propositions là-bas. J'ai adoré ce pays. Mais j'ai aussi des belles propositions américaines, des propositions françaises. Mais encore une fois, je ne suis pas mûr là. J'attends de savoir dans quelle humeur je serai. Parce que vous savez, moi je travaille beaucoup avec la spontanéité. Et est-ce que j'aurais envie de faire une comédie? Est-ce que j'aurais envie, au contraire, de repartir dans une fresque? Ça va dépendre. Il y a, bien sûr, j'ai des tentations déjà des choses qui frémissent à l'horizon. Mais je fais pas. J'ai beaucoup de confrères qui
aiment choisir déjà deux films d'avance, comme ça les rassure. Moi, j'aime vivre de façon intrépide sur le bord du précipice. Je pense qu'il est important de choisir un film qui correspond vraiment à l'état d'esprit du mien et de celui du monde qui change. Parce que ça aussi, il faut prendre ça en considération. On ne fait pas les mêmes films que dans les années 60 ou les années 70, c'est évident. Donc il faut sentir le moment. Déjà, le gros problème que nous avons dans le cinéma, c'est que c'est long à faire. C'est-à-dire qu'on se décide, il faut se décider 2 ans à l'avance. Ça demande au moins 2 ans un film. Moi, les miens demandent 2 ans et demi, 3 ans. Donc il faut anticiper quelle sera l'humeur dans 3 ans. Enfin, quelle sera mon humeur. Ça, je le sais. À la fin de chaque film, si vous voulez, ma vie, moi, elle est découpée en tranches de saucisson. Je ne sais pas les dates, mais je sais quel film j'ai fait. Et donc, je me souviens d'avoir vécu à Rome à l'époque du Nom de la Rose. Je me souviens d'avoir été vivre en Autriche à l'époque de l'Ours. Je me souviens avoir tourné Enemy at the Gates, Stalingrad, à Cottbus et à Berlin. Oui, bon, mais je ne sais plus quelle date. Mais je me souviens dans quelle humeur j'étais, pourquoi je l'ai fait, et ce que j'avais envie de découvrir. Donc là, oui, j'avais une forte envie de télévision. Et je ne dis pas que je n'aurais pas encore envie de faire de la télévision. Ça m'a beaucoup plu. Donc, je n'ai pas de secret, je ne cache rien, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Je crois qu'on peut remercier M. Jean-Jacques Hano de nous avoir donné son temps.